épaulé par des témoins qui lui ont raconté des choses, etc. Il faut aussi savoir que ce livre, il l'écrit avec un but de raconter son histoire aussi. Il faut savoir que c'est un vrai résistant qui ne sera pas, par exemple, décoré de la médaille de la résistance française, alors qu'il aurait eu largement le droit. Et donc, il y a un côté dans son écriture où il a besoin de grossir le trait. Et je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure pour que vous compreniez bien mon propos et que ce n'est pas juste un jugement. Et il va se passer 30 ans. 30 ans où il n'y a rien. 30 ans où le groupe élite disparaît, mais de manière générale, l'histoire de la résistance ne va pas non plus évoluer beaucoup, tout simplement parce que les premiers livres, c'était les témoins et les acteurs de l'époque qui les avaient sortis tout de suite après-guerre. Et puis après, entre guillemets, les archives ne sont pas ouvertes, hein, donc ça, il faut le savoir. On n'en parle pas trop, on veut passer à autre chose aussi, tout simplement. Hein. La guerre, ça va bien 2 minutes, mais les gens veulent passer à autre chose. Et donc il faut attendre un peu cette première génération d'historiens qui, dans les années 70, va pouvoir commencer à consulter les archives, qui va aller interviewer les anciens, etc. Et donc on a une Bible, le monumental Le Finistère dans la guerre d'Alain Legrand et Georges-Michel Thomas, qui se décomposera en 3 volumes. Et donc aujourd'hui ces livres font encore référence, c'est assez fou, mais ces livres, voilà. Et donc le groupe élite figure dedans, bien évidemment. Après, on voit une accélération, et pour cause, parce que les gens ont besoin de témoigner, les gens commencent à disparaître, donc on fait aussi des recherches, on se rend compte de la violence de cette époque-là, et donc on veut vraiment la figer sur le papier avant que ces gens disparaissent. Et donc on va essayer toutes les bonnes occasions sont faites pour écrire un mot. Et donc on voit Brest sous l'occupation de François Perron qui paraît avec un petit mot sur le groupe Élie. Alors ce qui est drôle, c'est quand tous les livres où le groupe Élie est cité et où il y a besoin d'iconographie, c'est la photo de Georges Bernard qui va apparaître. Georges Bernard, journaliste au Ouest Éclair. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la photo de Louis Élie, et donc une des rares photos qui est disponible entre guillemets aux archives de Brest d'ailleurs, c'est celle de Georges Bernard. Donc continuellement, c'est le portrait de Georges Bernard qui va venir alimenter le besoin d'iconographie. L'enfer de Brest, d'Alain Vulliès, qui avait déjà écrit après-guerre, mais qui remet une couche et qui parle lui aussi du groupe Élie, pas dans les grandes lignes, mais il va parler donc en 1985, donc on voit que ça se succède. Et puis après, il y a René Pichavant, donc qui est un auteur assez connu sur la Seconde Guerre mondiale, il va faire 7 ou 8 tomes, je ne sais plus. Donc c'est très décousu, c'est un peu des chroniques, et il a vraiment une façon assez atypique de raconter l'histoire, puisqu'il parle toujours comme si c'était du présent, comme s'il y avait été, sans se mettre dedans hein. Il n'usurpe pas l'identité, mais il rend son texte très, très vivant, hein, très vivant, et on sait qu'il a été épaulé par de nouveaux témoins, parce qu'on voit qu'il rajoute des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais il ne cite pas non plus ses sources. Et donc c'est compliqué aussi aujourd'hui de comparer ça. Bon, c'est René Pichavant qui est un des grands auteurs, il a écrit sur le Finistère, je vous le conseille, c'est aujourd'hui des monuments de littérature. Et puis plus récemment, on va avoir donc le 50e anniversaire avec 1994, où il y a un livre très connu aussi, qui va parler de 1940, 1944, 1960, avec beaucoup d'iconographie. On va remettre encore la photo de Georges Bernard, on va dire un petit mot sur le groupe Élie. Et puis en 1998 va sortir Brest Rebelle de André Carvela, donc historien brestois, qui lui a déjà un protocole un peu plus strict de recherche de par sa profession, et va citer ses sources, va donner les cotes des dossiers qui permettront tout simplement de comparer, de croiser les sources et voir s'il a bon ou pas. Et bon, aujourd'hui, ce livre, on peut, retrouver des choses à dire, parce que forcément la recherche continue, etc. Mais ce livre va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, on en parlera tout à l'heure, mais il va un peu dégrossir le trait. C'est lui qui, un peu longuement, va s'attarder à déconstruire un peu ce qui a déjà été dit, en s'appuyant sur des archives, hein, toujours bien entendu. Et ce livre, voilà, on voit que l'histoire avance au fur et à mesure des ouvertures d'archives, des consultations toujours plus nombreuses.
Et puis on arrive en 2021 où c'est le dernier né, entre guillemets, de Jean-Paul Boniou, qui est donc un fils d'un des membres du groupe Élie. Donc ce livre, il a été écrit en quelques mois à peine, donc c'était pour marquer le 80e anniversaire du groupe Élie, dans le but un peu de refaire jaillir cette mémoire qu'il estimait, entre guillemets, tombée un peu dans l'oubli. Et donc, on va dire que depuis Brock-Fleurette en 1949, c'est le livre qui va consacrer le plus de pages au groupe Élie, tout simplement. Alors, il va faire un travail de comparaison, il va compiler, etc. Alors, il y a des informations qu'il a repris que personnellement je n'aurais pas repris, mais ça on en a discuté avec lui. Et surtout, il va intégrer une pièce maîtresse, et ça on va y venir juste après, puisque là, ce qu'on a vu, c'est la littérature, c'est-à-dire c'est comment le commun des mortels, comment les gens qui ne fréquentent pas les archives, qui ne font pas de recherche, découvrent le groupe Élie. D'accord ? Et dans les sources, les 70 ans passés, donc les archives s'ouvrent, on peut consulter des dossiers individuels, on peut aujourd'hui consulter beaucoup plus de choses sur l'état civil, on peut chercher les fichiers matriculaires. Aujourd'hui, Internet a facilité grandement la chose, on ne trouve pas tout sur Internet, mais ça a au moins ouvert des index et ça a permis d'ouvrir à des fichiers. Et donc, on voit les sources, donc ici, c'est une petite photo des archives de Brest, mais on voit que dans les sources, c'est les familiales, locales, régionales et nationales. Donc il y a bien sûr les archives municipales de Brest qui, eux, ont poursuivi leur travail de collecte et de dossiers biographiques qui se sont remplis sur des dizaines d'années. Il faut savoir que les archives municipales de Brest conservent aussi les rapports de police, et ça c'est très intéressant, on y viendra juste après. Les archives départementales de Quimper avec les dossiers individuels des résistants, c'est-à-dire quelles démarches ils ont fait à la fin de la guerre pour être homologués, c'est-à-dire reconnus par l'État et avoir des pensions ou des décorations. On a aussi la Fondation de la Résistance à Paris qui va compiler un peu ces informations, qui va faire un gros travail. On a le mémorial du Mont Valérien qui va lancer une collecte incroyable d'informations, de photos, de contacts de famille, de dernières lettres. Le Mont Valérien, par exemple, cette année, il y a une des familles d'un des fusiliers du groupe Élie, qui a transmis une lettre au Mont Valérien. C'est une lettre qu'on ne connaissait pas, et donc vous voyez, la recherche elle continue. On est en 2021, on découvre encore des pièces. L'Ordre de la Libération, qui lui s'occupe de toute la mémoire liée aux médaillés de la résistance française. Donc le groupe Élie a un certain nombre de médaillés de la résistance française, donc on a aussi des archives là-bas. On a on a aussi le service historique de la défense. Alors il y en a un à Brest, à Toulon, à Vincennes et à Caen, et tous les quatre sont utiles pour les recherches au groupe Élie. Ce service historique, la plus grosse découverte qu'on ait fait ces dernières années, c'est en 2017. C'est Édouard Sizun qui l'a fait, c'est un Parisien. C'est le compte rendu du procès du groupe Élie. Ce compte rendu, il fait à peu près 90 pages en allemand. Il n'est pas traduit quand il le découvre, et donc il va le traduire, il va me l'envoyer, donc on va pouvoir travailler dessus. C'est un document, je crois, majeur sur l'histoire du groupe Élie. C'est un document à prendre avec des pincettes, puisque aucun document, aussi important soit-il, ne prévaut sur les autres qui ont pu être trouvés, mais il n'en demeure pas moins qu'il donne des nouvelles clés de compréhension à beaucoup d'éléments, sur beaucoup de situations que vont vivre le groupe Élie. Ce document est aujourd'hui on a la cote, si jamais vous voulez le commander et le consulter, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est vraiment pour vous dire que les recherches elles continuent. Voilà. Et bien sûr, on a les familles qui vont, je vous dis, nous ouvrir leurs archives. C'est pour ça qu'on a pu trouver la carte du groupe Élie. En l'espace de 5 ans, on a récupéré 5 portraits des fusiliers du Mont Valérien. Donc c'est vous dire, en 5 ans, on a fait quasiment la moitié du chemin qui avait été fait en 75 ans. Donc autant vous dire que, et ça grâce aux réseaux sociaux notamment, donc voilà, Facebook, etc., comme quoi quand c'est bien utilisé, ça peut servir. Donc les mairies, les généalogistes et les cimetières, donc les cimetières où on peut retrouver les tombes, suivre un peu l'évolution, ça c'est aussi très important.
Alors, je vous ai parlé de comment on voyait le groupe Eli, comment nous on recherchait aujourd'hui les informations. Et donc j'en viens à l'histoire de ce groupe Eli, qui est le groupe Eli. Le groupe Eli, forcément, déjà c'est un homme, c'est Louis Eli. Louis Eli, c'est un homme né en 1905. Et donc première incohérence, c'est qu'est-ce qu'il fait à Brest à l'été ou à l'automne 1940. Puisque vous savez que si on n'avait pas 40 ans et qu'on n'était pas père de famille nombreuse ou qu'on n'était pas réformé, on était mobilisé. Et donc Louis Eli, il a fait son service militaire, il n'a pas été réformé, on sait qu'il a fait son service militaire, donc il aurait dû normalement être dans l'armée. Donc il y a déjà une zone d'ombre, on ne sait pas ce que fait Louis Eli à Brest à l'été 40, alors peut-être a-t-il été démobilisé, donc on est en train de chercher avec les SHD sa case matriculaire pour essayer de la retrouver et connaître son parcours. Donc vous voyez, il y a encore des recherches à mener. Mais Louis Eli, donc, c'est un transporteur, il s'est monté tout seul, il n'a jamais eu d'éducation ou si peu, il a fait son service militaire, il habite rue Jean Jaurès à Brest, et donc il a monté une petite entreprise de transport avec quelques camions. Il s'est associé avec un monsieur Abarnou, et puis quand monsieur Abarnou est décédé, bon, il a repris ses parts, et il a continué le travail. Donc, c'est un homme, on le voit là au volant d'une voiture qu'il conduisait, donc c'est un homme plutôt bien stable, hein. Il a une femme, il a adopté le neveu de sa femme, qui était Blanche de Clerc, et donc Louis Eli, en 1940, il voit les Allemands arriver à Brest. Et déjà, pourquoi il crée ça? Qu'est-ce qui va le motiver? Alors, dans toute la littérature, il a toujours été question c'était des gaullistes. Toujours, c'est le premier truc, c'est ils écoutent Radio Londres, c'est des gaullistes, ils sont convaincus, etc. Alors le procès va confirmer ceci. Le procès va confirmer qu'ils étaient gaullistes. Cependant, il y a des nuances à apporter. C'est-à-dire que l'idée un peu primaire de Louis Eli, c'est que le combat il n'est pas fini et que le combat il va reprendre. Et donc il faut être prêt au combat. Et ça, on ne sait pas si ça répond tout de suite à l'aspiration gaulliste ou si c'est lié à une sorte de rumeur qu'il y avait à l'époque, une rumeur qui disait, on est au début de l'occupation, hein, donc on est même avant Montoire, donc la première rumeur dit, voilà, Pétain signe l'armistice pour gagner du temps, de manière à ce que l'armée d'Afrique puisse revenir dans le sud de la France et relancer les opérations militaires. On sait, nous, avec le recul, qu'il n'y aura rien de tout ça, mais à l'époque, ça ne devait pas être aussi clair, hein, ça c'est sûr. On sait que De Gaulle va être popularisé après sa condamnation à mort en août 1940, et Louis Eli, c'est à peu près à cette période qu'il monte le groupe. Les premiers recrutements semblent s'être faits vers août, septembre, on n'en est pas totalement sûr, ça dépend un peu des témoignages et des contradictions, mais il va commencer à recruter. Et alors il va recruter pour reprendre le combat, pour essayer de faire de la propagande gaulliste, on va voir ses actions. Mais là, tout de suite, j'attire votre attention. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est incroyable parce que, vous le verrez dans les chiffres, effectuer une telle démarche en 1940, en zone occupée, sans contact avec l'Angleterre ou un autre pays allié qui aurait un peu aidé à faire ça, c'est incroyable. Enfin, c'est ultra rare. C'est ultra rare. Il ne dépend pas d'un réseau, il ne dépend pas d'un service de renseignement, il n'a aucune grande connaissance de la guerre. Ça reste, c'est un épiphénomène, mais vraiment, c'est remarquable. Je n'ai pas d'autre exemple de structure montée comme ça, à cette période-là, de manière totalement locale. Donc il va recruter. Alors il va recruter des gens sur qui il peut compter. Donc forcément, si je vous demande d'aller recruter des gens pour monter un truc clandestin, vous allez vous tourner vers qui? Votre famille, vos amis, les gens que vous connaissez, les gens que vous avez un minimum confiance. Vous n'allez pas risquer le tout pour le tout avec un gars que vous avez rencontré il y a 5 minutes, ça c'est une certitude.
Et donc il va recruter Georges Bernard, donc le journaliste, on va, du Ouest Éclair dont on parlait, il va recruter aussi Louis Stéphan, qui a 20 ans, qui va travailler à la pyrotechnie Saint-Nicolas. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai des bêtises. J'ai cassé. Hop. Donc il va faire ça. Donc il va recruter Louis Stéphan, 20 ans, à la pyrotechnie Saint-Nicolas. Donc Louis Stéphan, il va être épaulé de son jeune frère Paul. Donc c'est deux frères qui à l'hiver 40 vont participer au collectage d'armes, on va le voir juste après. Louis Elie va aussi recruter ses employés. Bah oui, parce que il les connaît bien, c'est sûr. Et donc il va recruter le frère et la sœur Abarnou, donc Alice Abarnou, qui est conductrice, et Joseph Abarnou, 18 ans, mécanicien, donc qui travaillent tous deux pour Louis Elie. Et donc on voit donc leur portrait, hein. Donc ça c'est les familles qui nous transmettent ces photos, donc encore une fois je les remercie. Il va recruter aussi un petit étalagiste, 18 ans, Roger Augor. Donc pour l'instant, il recrute pour assez des jeunes. Alors c'est pas dans l'ordre, j'ai pas tout mis parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai pas tout mis. J'ai cité quelques exemples. Et il va aussi recruter des femmes. On a vu avec Alice Abarnou, mais il va aussi recruter Marie Trétou. Marie Trétou, avec Roger Augor, ils se connaissent tous les trois. Et Marie Trétou, elle est boulangère au port de commerce. Vous voyez ? Donc c'est pas. Il rassemble des gens qui sont un peu hétéroclites pour l'instant. Hein. Il va aussi recruter des gens qui travaillent à l'Arsenal, donc Jean Pronos, 37 ans, électricien, donc c'est des gens qu'il connaît. Il va recruter Joseph Prigent, 22 ans, ajusteur à l'Arsenal aussi. Et donc on voit, ça, c'est pas un âge précis, c'est pas une classe sociale, ça bouge, hein, ça remue. Hein. Et il va aussi recruter Jean Le Gall, un garagiste qui travaille pas très loin de là où il habite, et Jean Diboski. Jean Diboski, c'est le 43 ans, donc ça c'est un peu des vieux hein, déjà, hein, 45, 43 ans. C'est le directeur des Pilars Morts, donc c'est une petite entreprise qui était située 6 rue Buffon. Alors je dis Buffon, je sais pas quand. Mais qui était pas très loin d'Albert Ier, voilà. Et donc ça c'est pareil, leurs portraits ont été transmis par les familles ou trouvés dans les dossiers. Donc pour l'instant, il a recruté que des Brestois qu'il connaît, de son coin, des amis, des connaissances. Et il va recruter aussi des gens qu'il connaît moins. Il va recruter Joseph Toraval, 18 ans, matelot timonier, et Roger Groiselot, 20 ans, dessinateur. Les deux sont dans la Marine nationale pendant 39-40. Les deux vont avoir un parcours rocambolesque, puisque ils vont essayer de partir en Angleterre, ils vont être repris, relâchés. Il y a même, je crois que c'est Joseph Toraval qui, quand il évacue la poche de Dunkerque, se retrouve en Angleterre, sauf que la marine le ramène en France, donc il remonte après à Brest pour essayer de repartir en Angleterre. Enfin, c'est des parcours, mais il a 18 ans. Moi, à 18 ans, je ne prenais pas le train pour aller en Alsace, quoi. Donc c'est des parcours, mais incroyables. Et ces deux jeunes, ils vont essayer de partir du Nord Finistère, sauf qu'ils vont se faire arrêter, ils vont se retrouver à Pontagnoux, et à Pontagnoux, on va les libérer. On va les libérer, et une fois libérés, bon, l'idée, elle reste là, ils veulent partir, et donc ils vont quand même rencontrer, être mis en contact avec le groupe Elie, et ils vont rentrer dans ce groupe-là. Donc c'est les rares, on va dire, étrangers du groupe Elie à Brest. Alors, Louis Elie, dans son procès, c'est ça qui... Et puis on l'a retrouvé dans un autre document de la mairie de Brest, quand les Allemands l'interrogent en disant « Mais il y a combien de monde dans votre groupe ?» quoi. Et Louis Elie, il se démonte pas, il dit « Il y a 6000 personnes. » Bon. Les Allemands sont pas dupes. Les Allemands, de par leur enquête, estiment à une centaine de personnes le groupe. Il faut savoir que Louis Elie, pour recruter, il va utiliser du même bluff. C'est-à-dire que pour que les gens... pour un peu susciter l'enthousiasme et le volontariat, il va volontairement, quand il recrute, dire aux gens « Non mais vous inquiétez pas, on est beaucoup ». Et ça, c'est dit pareil dans son procès, c'est-à-dire qu'il utilise le même bluff sur les gens qui veulent recruter, quoi. Et donc nous, on a répertorié 75 personnes, donc 51 personnes rentrées en 1940 et 24 en 1941. Alors dans ces 75 personnes, toutes n'ont pas été actives, il y avait aussi des sympathisants, des gens qui s'étaient dit oui,
je veux en aide, mais qui n'ont pas forcément eu le temps de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont juste donné un coup de main comme ça. Donc il y a un peu tous les profils, hein. C'est pas 75 membres actifs, etc. Mais en tout cas, une centaine de personnes à peu près, ou même si c'est un peu moins, c'est colossal. C'est colossal. Il y a des réseaux qui vont s'implanter à Brest bien plus tard, qui n'auront jamais un effectif pareil. Donc c'est peut-être lié aussi à l'insouciance du début de guerre, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas forcément bien ce qu'on risque, et encore je ne suis pas du tout sûr de ça, hein, parce qu'il y avait quand même déjà des condamnations à mort. On se souvient que le 11 novembre 40, on fusillait une personne parce qu'il a coupé des fils téléphoniques. Vous me pardonnerez la date, mais le 11 novembre, il y a peut-être aussi un symbole. Mais en tout cas, ouais, j'insiste hein, pour que vous compreniez bien que ce qu'ils ont fait à Brest, c'est hors du commun. Alors, d'où étaient ces gens? Alors j'ai essayé je me suis amusé pour les gens auxquels on avait l'adresse, d'essayer de pointer sur une carte où ils habitaient. Et se démarque, comme vous vous en doutez beaucoup, un épicentre dans le quartier de Saint-Martin. Et donc on voit sur cette carte, il y a l'axe rue Jean Jaurès où il y a un premier passage, un axe entre Saint-Martin et Guérin où il y en a encore, et après rue de la Vierge aussi où on voit que ça gravite pas mal. Et en fait tous ces gens-là, on se rend compte que c'est des adhérents au patron de l'Avenir, de Guérin, ou des gens de la jeunesse chrétienne, ou des gens qui se connaissent parce qu'ils vont au troquet ensemble. C'est des gens qui se connaissent. En fait, c'est ça le lien. Le lien, il se fait comme ça dans le quartier, parce que à l'époque, entre guillemets, on se connaît, quoi, hein. Et donc, vous voyez, c'est assez représentatif. Alors, il y en a d'autres qui sont éparpillés à droite à gauche dans la ville, il ne faut pas exagérer, tout le monde n'était pas là, mais c'est assez représentatif quand même du groupe Élie, hein. Donc, on voit bien la carte. Alors, je précise juste, si jamais il y en a qui veulent les documents après, etc., il ne faudra pas hésiter à envoyer un mail à la SEBL. Moi, je renverrai les documents pour ceux qui n'ont pas pu bien les voir ce soir et que ça intéresse de voir, il n'y a pas de problème, on met ça à disposition. Alors, les actions, parce que c'est bien beau de recruter, mais encore faut-il faire quelque chose. Alors, les actions, déjà, ça commence mal. On ne sait pas trop quand est-ce que ça commence exactement, puisqu'il y a un groupe de jeunes, de très jeunes gens, hein, je crois qu'il y a un ou deux seulement qui sont majeurs, qui sont du coup entre rue Jean Jaurès et rue de Saint-Marc, qui vont aller couper des fils téléphoniques allemands. Alors ces jeunes vont être arrêtés dès septembre 1940, leur cas est jugé très sérieux, ils vont être jugés, il y en a un qui sera déporté, qui ne reviendra jamais, il était question d'en fusiller certains. La mairie et le maire de Saint-Marc interviendront pour diminuer les peines. Alors, il n'y avait pas de lien forcément, si ce n'est qu'effectivement, certains habitaient d'autres du groupe Élie, et surtout, il a été trouvé dans certains papiers qu'ils faisaient partie du groupe Élie. Il y a même des anciens du groupe Élie qui ont dit « oui, ils sont avec nous ». Alors, je mets ça un peu en doute, dans la mesure où, après-guerre, et ça c'est une politique administrative française, après-guerre, pour obtenir des droits, c'est-à-dire recevoir la pension ou simplement recevoir des médailles, c'est-à-dire juste récupérer ce qu'on est en droit de recevoir, pour que la France ne valide pas tout et n'importe quoi, on a mis en place des règles strictes. Il fallait appartenir à une structure homologuée, c'est-à-dire une structure reconnue déjà par l'État. Et pour que cette structure soit reconnue, c'était pas une sinécure, hein, attention, il fallait monter des dossiers, etc. Le groupe Élie, par exemple, n'est pas reconnu, n'est pas homologué aux yeux de l'État français comme groupe de résistance à part entière. Il l'est parce qu'il a été un peu plus tard en lien avec un réseau, on en parlera tout à l'heure, mais le réseau Confrérie Notre-Dame, et donc les résistants du groupe Élie, ils sont homologués au titre de ce réseau. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre, c'est vraiment essentiel dans notre sujet, c'est que voilà, on pense qu'il y a eu des attestations de complaisance pour que ces jeunes qui ont quand même souffert puissent au moins avoir des droits. Parce que c'est tellement primitif que sinon ils peuvent se raffilier à rien, et donc ils ne seront pas validés. Bref, ça c'est le premier truc, on ne sait pas trop. Par contre, ce qui est un peu plus sûr, c'est qu'ils aident les prisonniers de guerre. On a Alice Abarnou, par exemple, qui héberge des prisonniers militaires marocains, et on a Marie Trétou, qu'on a vu tout à l'heure en photo aussi, qui, elle, va participer à l'évasion d'un Français et d'un Canadien en port de commerce.
Alors ça, on l'a découvert cette année, donc encore une fois, vous voyez que les recherches avancent. On l'a découvert cette année puisque, et on a pu le confirmer surtout, il y avait des prisonniers de guerre donc, employés au port de commerce à retaper des véhicules qui avaient été abandonnés par les Anglais. On est au début de guerre, il y a une certaine liberté qui est donnée à ces prisonniers. Et donc, ces prisonniers vont sympathiser avec Marie Trétout. Et Marie Trétout, elle veut les aider, elle veut que ces personnes essaient de s'enfuir. Et donc, elle va aller par Roger Augore qu'elle connaît et Louis Oli qu'elle connaît bien parce qu'elle leur a donné un poste radio, on en parlera tout à l'heure. Elle va essayer de leur demander de l'aide. Et donc, le groupe Élite, on sait qu'ils vont s'activer dessus puisqu'ils vont aller voir un responsable de la marine, on ne sait pas lequel, pour lui demander des papiers. Donc, ils vont avoir des papiers de marins qui ont disparu pendant la débâcle. Ils vont aussi avoir des vêtements et ils vont être escortés. Ces deux prisonniers de guerre vont être escortés du cours d'Ajot jusqu'à la gare par Roger Augore, justement. Alors après, on ne sait pas si Roger Augore les a accompagnés, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus, mais le Canadien a pu rentrer en Angleterre, il a pu témoigner. Il faut savoir que quand vous rentrez en Angleterre, n'importe comment, vous êtes débriefé. C'est-à-dire qu'on dit par où vous êtes passé, qui vous a aidé, comment vous avez fait. Dans la mesure de pouvoir essayer de donner des informations et comprendre et essayer de monter des filières aussi derrière. Et le Canadien, il donne des noms aux Anglais, mais les Anglais ne peuvent pas redonner de noms parce que c'est trop dangereux si les noms apparaissent pour les Brestois. Mais en tout cas, après-guerre, ce Canadien témoignera en disant merci Marie Trétout pour l'aide, etc. Donc ça, on sait que dès novembre 40, il y a cette aide. Donc novembre 40, on sait que le groupe est déjà monté, on a vu qu'il y a des recrutements, etc. Donc le groupe, il prend déjà forme. Il y a aussi une tentative de récupération ennemie. C'est-à-dire que quand les avions anglais sont abattus, parfois il y a un des aviateurs arrive à s'extraire en parachute, et donc dans la résistance, on essaye de récupérer ces aviateurs. Il y a une opération, on ne sait pas s'il y en a eu plus, mais il y a une opération qui est accréditée sur le groupe Élie, donc ils vont essayer de le monter. Donc on est assez tard, on est le 22 avril 41. Donc ils vont partir en voiture, essayer de retrouver ce parachutiste, etc. Alors là, les versions divergent. Il y en a qui disent qu'ils ont réussi à le trouver, à le ramener à Brest. D'autres qui juste ne l'ont pas trouvé. Il faut savoir que cet aviateur, dans le registre après, est noté comme prisonnier de guerre. Donc c'est qu'il a été repris. Alors est-ce qu'il a été repris tout de suite ou est-ce qu'il a été repris en tentant de s'évader quelques temps plus tard? Mystère, on travaille encore à la recherche. Mais la mission principale du groupe Élie, ça va être de se créer un stock d'armes et d'explosifs. Alors, dans le livre Brock-Fleurette, il dit par exemple, en quelques mois, ils ont 250 revolvers. Ça fait pas mal, c'est un joli stock. Bon. Revoyons ce chiffre à la baisse, mais ne le minimisons pas. Encore une fois, dans le procès allemand du groupe Élie, il y a eu des perquisitions qui sont faites. Et lors d'une des perquisitions, est trouvé un stock d'armes dans un garage. Et ce stock d'armes, il est monumental. Je vous ai dressé la liste au tableau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais 23 fusils, 14 chargeurs de fusils, 13 revolvers, 35 grenades, une mitrailleuse, 3 dagues, etc. Et surtout, il y a 8 à 10 kilos d'explosifs. Donc j'ai montré cette liste à la sécurité civile et je leur ai dit, est-ce qu'ils peuvent faire péter des choses avec ça? Ils m'ont dit oui. Donc ils étaient en capacité de faire exploser. Ça a un impact pour la suite de la conférence.